Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief des conférences de presse de Tanner Tessmann et de notre coach Paulo Fonseca. Des conférences qui étaient ma foi relativement intéressantes. Et ensuite, écoutez, je vous proposerai un petit point sur l'évolution des droits télé, puisque l'équipe nous a donné des infos. Ça chauffe entre DAZN et la Ligue. Qu'est-ce qui va en sortir? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Donc ce sera en fin de vidéo pour évidemment ceux que ça intéresse. On va commencer évidemment avec Tanner Tessmann, donc qui est passé en premier. Et qui n'a pas dit des trucs exceptionnels, mais vous allez voir que, et vous l'avez à l'écran, certains de ses propos qui étaient quand même très forts ont été censurés par l'Olympique Lyonnais. Et notamment par le traducteur qui n'a pas du tout relayé ce qu'a dit Tanner Tessmann. Donc moi, je vais vous le relayer. Et vous allez voir quand même que c'était intéressant ce qu'il a dit parce que finalement, ça vient répondre à une question qu'on se pose et lui, il y a répondu, notamment sur ce que vous avez à l'écran. Alors on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé à Strasbourg quand même, puisqu'on fait une première mi-temps très très bonne, malheureusement sans but, mais quand même de qualité. Et lui, il dit qu'il pense qu'on a manqué d'agressivité en deuxième mi-temps. Il dit aussi qu'ils ont été surpris par l'attitude, l'agressivité. Attention, hein, l'agressivité dans le bon sens, des Strasbourgeois à l'entame de la deuxième mi-temps. Il dit on doit apprendre de nos erreurs, il va falloir rectifier le tir, notamment contre Lille. Est-ce que cette défaite va casser la dynamique de l'équipe, qui était plutôt bonne, 5 victoires consécutives? Il dit non, pas du tout, on a beaucoup de confiance de pouvoir atteindre nos objectifs. Il y a 7 finales à gagner, vous le savez, en fin de saison, le fameux cliché, chaque match prochain est une finale. Bon, écoutez, si les joueurs l'abordent comme ça et que ça marche, écoutez, tant mieux. C'est quand même un petit peu un clicheton, mais bon, on ne s'attendait pas à ce que ça sorte de la bouche d'un Américain. Est-ce qu'il y a une urgence à avoir des résultats? Parce que mine de rien, ça commence un petit peu à chauffer pour notre matricule. On est quand même 7e du championnat. Il faut savoir que si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France, la 7e place sera qualificative pour la Conference League. Alors je vous dis tout de suite, la Conference League, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc j'espère qu'on va monter un petit peu plus haut. Alors, il dit, de toute façon, les résultats dépendent seulement de nous. On a beaucoup bossé cette semaine, on est prêt à montrer qui nous sommes. Alors attention, parce que ça, c'est le genre de déclaration, vous pouvez la prendre en boomerang si vous prenez une muflée. On lui a demandé aussi qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il jouait beaucoup plus que sous l'ancien entraîneur. Alors il dit que Paulo Fonseca a une grande confiance en lui. Il nous donne aussi confiance, Paulo Fonseca. Il y a un bon état d'esprit d'équipe. Alors là, vous allez voir qu'on va rentrer dans quelque chose extrêmement touchy parce que peut-être vous, mais en tout cas moi, je me suis posé la question. Et d'ailleurs, lors de mon débrief, je vous avais passé les déclarations de Liam Rosenior, donc le coach de Strasbourg, qui avait passé une soufflante à ses joueurs à la mi-temps. Et on se dit, quand même, notre ami Maciel, il n'a quand même pas un charisme débordant, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'avec un Paulo Fonseca dans les vestiaires pour conserver le focus du groupe sur la deuxième mi-temps, éviter que les melons, on va dire, gonflent un petit peu, et aussi une présence de tous les instants le long de la ligne de touche, est-ce que ça n'aurait pas empêché le naufrage? On peut toujours faire du foot fiction, mais on peut au moins se poser la question. Et vous allez voir ce que nous dit Tanner Tessmann. Il dit, si Paulo Fonseca, donc on lui demande, si Paulo Fonseca avait été sur le banc, est-ce que ça aurait changé les choses? Il dit oui, je le pense. C'est très important. C'est très important. Parce que d'une certaine manière, ça veut dire l'absence du coach sur le banc, c'est un problème. Et vous allez voir qu'il va le répéter à plusieurs reprises. Il a dit, c'est toujours mieux d'avoir le coach sur le banc. Le match, désormais, c'est du passé. On a fait un bon taf cette semaine. Ensemble, on se sent plus fort. Oui, ça nous aiderait s'il était donc sur le banc de touche et dans les vestiaires. Sans lui, c'est incontestablement une
Faiblesse, c'est ce que vous avez à l'écran. Altogether, I think we're stronger, and so missing him is definitely a weakness. Et là, le traducteur, eh ben, il n'a pas repris les propos. C'est quand même important parce qu'il répondait à la question. Bah oui, parce que dire, bah oui, mais quand même, le fait de ne pas avoir de coach, bah ça nous pénalise. D'une certaine manière, ça veut dire que bah, c'est une situation qui est peut-être pas tenable très longtemps, notamment quand les difficultés arrivent. Quand tout se passe bien, bon, à la limite, tout roule, mais quand les difficultés arrivent, quand les joueurs prennent un petit peu trop de confiance, eh bien, c'est bien d'avoir quelqu'un pour recadrer. Donc, il l'a dit, le traducteur ne l'a pas dit. C'est quand même un petit peu particulier, mais bon. On lui a demandé quel progrès il avait réalisé depuis son arrivée en Ligue 1. Alors il dit, ça a été un grand bond pour moi de passer de la Ligue 2 italienne à la Ligue 1. C'est plus rapide, mais j'ai dû m'adapter au style de jeu de la Ligue 1. Je dois faire des choix plus rapides, être meilleur avec et sans le ballon. On lui a parlé de Matic, son association avec Matic, et lui, bah, vraiment, on voit qu'il kiffe Matic. C'est un ami. Il me pousse au quotidien, je veux profiter de son expérience, c'est un honneur de jouer à ses côtés. C'est un grand leader. On va passer tout de suite à l'entraîneur, Paulo Fonseca, donc qui est passé en deuxième, et qui, lui aussi, a été interrogé sur que s'est-il passé à Strasbourg. Et il n'a pas dit, on a joué vendredi, donc nos internationaux étaient crevés. Il a dit que ça a été un problème de motivation. D'une certaine manière, ça nous ramène au fait que lui n'est pas dans le vestiaire et que c'est Maciel qui doit mobiliser les joueurs entre la première et la deuxième mi-temps. Donc, quand même, cette absence du coach au sein du groupe, c'est un vrai problème et ça, je n'en démordrai pas. Il dit qu'il a la sensation qu'on avait fait de bonnes choses en première mi-temps, beaucoup de bonnes choses, mais on doit apprendre que les matchs sont tous difficiles et que nous devons marquer quand nous avons beaucoup d'occasions. On doit aussi bien défendre quand on ne peut pas marquer. Mentalement, on a très bien joué la première mi-temps et peut-être on a pensé que le match allait continuer comme ça et donc on s'est relâché défensivement. Vous voyez, il parle de problème de motivation, il parle de relâchement. Donc lui, il voit ça comme quelque chose de mental. Il n'a pas dit que physiquement on était fatigué ou ceci ou cela. Non, il dit que mentalement, on n'a pas su répondre. On a perdu l'équilibre nécessaire pour avoir une réponse dans ces situations, mais c'est le passé. On a très bien travaillé pour faire 90 bonnes minutes contre Lille. Alors quand on lui parle de l'absence, vous avez vu que Tessman lui dit c'est quand même une faiblesse. Et il dit nous avons beaucoup de joueurs expérimentés et c'est aussi ce que je pense. Sur le terrain, vous aviez Verretou, vous aviez Tolisso, vous aviez Niakate, vous aviez Mata, donc il y avait quand même des joueurs d'expérience qui, à mon sens, ont failli dans leur rôle de maintenir l'équipe mobilisée, sachant qu'évidemment l'assistant coach Maciel n'a peut-être pas l'autorité nécessaire. Il dit quand on a pris le premier but, on a perdu l'équilibre, mais je ne pense pas que l'intervention du coach était importante. On l'a contredit un petit peu, mais bon. Et c'est sa place malgré tout. Souvenez-vous, quand il a été sanctionné, Paulo Fonseca, moi j'ai dit si j'étais à sa place, je démissionnerais. Parce que je considère que je ne pourrais pas exercer mon métier correctement. Et la motivation à tout instant, pendant le match, pendant les pauses, donc que ce soit avant, pendant la mi-temps ou après le match, tout ça c'est très important. Et pour moi, il ne peut pas exercer son métier à plein. Alors, je ne évidemment demandais pas sa démission, mais je dis qu'à sa place, moi, je ne serais pas resté parce que je pense que j'aurais pas pu faire mon métier correctement et en plus, ça aurait été une frustration de ne pas pouvoir le faire. Mais bon, écoutez, c'est son choix à lui, c'est le choix du club qui a décidé de le garder, donc je n'ai rien à dire là-dessus, mais voilà, moi je pense que c'est un vrai souci. Alors il dit, nous devons apprendre beaucoup avec ce match, mais nous devons savoir ce qu'on a fait en première mi-temps. On a montré beaucoup de qualité et il faut apprendre de cette deuxième mi-temps sur le plan défensif, car ce n'était pas bon, des erreurs fatales pour l'équipe. On est ensuite passé sur Lille et on lui a demandé est-ce que c'est un match où il n'y a pas de droit à l'erreur.
Alors là, bon, il a un peu minimisé, ce qui m'a un peu surpris pour tout vous dire. Il dit, on a 7 matchs, alors il n'a pas parlé de cette finale, il dit, les écarts sont faibles. Ce n'est pas un match décisif. Alors, mathématiquement, non, parce que si tous les autres perdent tous leurs matchs et que nous on les gagne tous, évidemment on va passer devant, mais on sait très bien que ça ne se passera pas comme ça. Mais le match est important et on veut le gagner, c'est un concurrent direct. Alors, on lui a demandé, à votre sens, qu'est-ce qui reste de Paulo Fonseca dans l'équipe de Lille actuelle. Alors il dit qu'il ne veut pas aborder ce sujet. Il connaît évidemment bien les joueurs, mais il dit aussi, eux aussi me connaissent, hein, ils connaissent mon jeu, mon style de jeu, donc je dirais 50-50 sur l'anticipation de ce qui peut se passer. Il trouve que c'est une équipe magnifique, qu'il a très bien prononcé cette fois, et nous devons démontrer sur le terrain notre ambition. Je veux voir une équipe ambitieuse. Il dit qu'il admire beaucoup Genesio, mais évidemment qu'il ne veut pas se prononcer sur les traces qu'il a laissées à Lille. On l'a interrogé sur Mikotadze, les progrès de Mikotadze. Alors lui, il dit, bon, je lui demande rien de spécial que je ne demande pas aux autres attaquants. Il est en grande forme, mais on a toujours Alexandre Lacazette avec nous. Il dit d'ailleurs que, concernant Mikotadze, quand Paulo Fonseca est arrivé, en fait, Mikotadze, il voulait être partout, au four et au moulin. Et donc, Paulo Fonseca l'a un peu recadré, hein, pas méchamment, mais notamment avec du travail vidéo. Et maintenant, on essaye de le faire bouger au moment opportun. Et donc, on lui a demandé, est-ce que vous avez beaucoup travaillé sur le plan offensif cette semaine? Il dit non, pas du tout. Cette semaine a été travaillée largement plus sur le plan défensif que sur le plan offensif. Donc, écoutez, on espère ne pas prendre de but, faire une clean sheet et puis évidemment marquer des buts. Alors, une question intéressante d'ailleurs que j'avais abordée dans mon débrief. Vous allez voir que Paulo Fonseca n'est pas d'accord avec moi. Mais on lui demande, est-ce que l'équipe, elle est capable de faire sur 90 minutes ce qu'elle a fait dans les 45 premières minutes? Parce que moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue. On a tout donné en première mi-temps, il ne restait plus rien en deuxième. Surtout, pour le coup, après un retour de trêve internationale. Ah, il dit, oui, oui, on est capable de le faire. D'ailleurs, on l'a déjà fait. Donc, écoutez, lui, il ne pense pas que ce soit un problème physique. Il l'a dit. Pour lui, c'est de la motivation et de la concentration. Alors, Édouard G est revenu sur sa question sur le PSG. Le PSG est-il trop fort? Est-ce que c'est gênant? Ah, Paulo Fonseca, il dit, mais il y a 20 ans, c'était Lyon qui faisait ça. La réalité est que le PSG est plus fort, qu'il y a de gros investissements, ils méritent ce qui leur arrive, mais la qualité d'un championnat, on la mesure sur plusieurs critères, et je pense que notre championnat est très bon. Même en Première Ligue, Manchester City a été dominant. En Bundesliga, on a eu le Bayern très dominant, et la Juve en Italie. Ça n'a pas empêché que le championnat était compétitif et d'avoir des résultats. Donc lui aussi, alors même si on pourrait arguer que les écarts entre ceux que j'ai cités et les autres étaient peut-être pas aussi importants. Mais voilà, en fait, il faut voir ça comme une locomotive et essayer de nous améliorer collectivement et individuellement pour tendre vers la qualité de ceux qui sont devant. Est-ce qu'on est dans cet état d'esprit? Parfois, je me pose la question. Oui, il y a moins de moyens, mais bon, les joueurs, ils ont 2 bras, 2 jambes. Et ils peuvent mettre aussi peut-être plus d'intensité, plus de détermination. Et parfois, ça peut renverser des montagnes, hein. On a battu le PSG dans les années précédentes. Donc je pense que pour moi, ce n'est pas impossible d'aller les chercher. Alors peut-être pas sur un championnat complet, mais par exemple sur une coupe, sur 1 ou 2 matchs de championnat, notamment le match contre eux face à domicile. Donc moi, ça ne me paraît pas impossible et je constate que depuis quelque temps, j'ai l'impression que les joueurs, ils ont baissé les bras, ils arrivent en victime quand ils jouent face au Paris Saint-Germain. Pourtant, un Paris Saint-Germain composé de très très jeunes joueurs. C'est quelque chose qui me surprend. Écoutez, les amis, on risque pas sa vie en jouant un match de foot. Donc, bon, je comprends pas trop. Alors, on lui a demandé, pourquoi Tessman jouait autant? Ce qui est bizarre comme question. On peut penser que le coach trouve qu'il est bon.
C'est pour ça qu'il le fait jouer, hein, à moins que ce soit ma théorie à moi. C'est-à-dire qu'on ait fait le ménage autour de Tessman pour le mettre en lumière, même si c'est pas forcément un super joueur. Alors il dit, il correspond à notre style de jeu, il a des caractéristiques intéressantes pour nous, il est intelligent, il a des qualités offensives, il doit progresser en défense, mais je crois beaucoup en lui. Vous voyez quand même Paulo Fonseca qui a une très haute opinion de Taner Tessman. On lui a demandé, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a beaucoup travaillé, notamment pendant la trêve? Alors il dit, les dernières semaines, on n'a pas tellement pu trop travailler parce que dans un premier temps, on a eu beaucoup de matchs, et ensuite il y a la trêve internationale, donc avec beaucoup de joueurs absents. Après Strasbourg, il a fallu retravailler des aspects importants pour l'équipe. La clé de l'équipe, c'est la défense. Donc le travail est vraiment axé là-dessus. Évidemment, essayer de ne pas reproduire les erreurs que l'on a vues contre Strasbourg. Il le dit, si on veut atteindre nos objectifs, on doit mieux défendre. D'ailleurs, il a été engagé pour ça. Si on se souvient bien de la présentation de John Textor, il dit Paulo Fonseca, c'est un football très structuré, que ce soit sur le plan offensif, que sur le plan défensif. Alors, force est de constater que depuis l'arrivée de Paulo Fonseca, on marque des buts, mais on en prend toujours autant. Donc, à un moment donné, il faudra peut-être se poser la question, est-ce que ce ne serait pas la qualité des joueurs qui est en question? Ça me paraît une bonne question quand même, parce que vous avez deux coachs différents qui n'arrivent pas à mettre en place cette défense pour qu'elle prenne moins de buts. Je le rappelle quand même, 4 buts en deuxième mi-temps face à Strasbourg, qui fait une bonne saison, c'est vrai. Saison bien au-delà de ce qu'on attendait de cette équipe, mais quand même, c'est pas très glorieux. Alors là encore, les journalistes, eux aussi partisans, on va dire, des excuses, de la boîte à excuses. Est-ce que l'absence de Tagliafico n'a pas joué dans cette défaite quand même? C'est un bon joueur, très bon joueur, champion du monde, la grinta, tout ce que vous voulez, leadership. Alors il dit, oui, c'est un joueur très important pour nous, mais je ne pense pas qu'on ait perdu à cause de son absence. Je crois en Abner. Bon, il est bien le seul, parce que moi, personnellement, je ne crois pas en Abner. Enfin, il a terminé sur une question qui lui a été posée, puisque apparemment Lille et Lyon sont les deux équipes qui marquent le plus de buts dans le dernier quart d'heure en Ligue 1. Donc qu'est-ce que ça lui inspire? Il dit tout simplement que cela montre que ce sont des équipes qui sont très fortes mentalement et qui ne baissent jamais les bras. Bon, vous voyez, Paulo Fonseca, donc confiant, déterminé, pas catastrophé, même si je le trouve un peu marqué au niveau du visage. C'est un ressenti personnel. Je ne sais pas si vraiment je me fais des idées ou quoi, parce qu'il y a quand même du stress pour lui. Bon, vous le savez, les comptes ont été publiés. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, donc il y a quand même une épée de Damoclès, parce que même si au niveau sportif on fait ce qu'il faut, est-ce qu'au niveau financier ça va suivre? On l'espère, mais ce n'est pas absolument garanti. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Honnêtement, je ne sais pas, je ne veux pas éviter de trop projeter, de faire un petit peu trop de fiction. Mais en tout cas, je m'interroge sur ce sujet. On va donc terminer la vidéo avec les droits télé, puisque l'équipe a sorti un article, donc je vais commenter rapidement, ça n'a pas duré 3 heures, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on est quand même concernés, les amis. Les droits télé, alors c'est du côté de l'Olympique Lyonnais, les droits télé France, c'est 22 millions. C'est pas rien, mais c'est pas non plus énorme sur un budget qui oscille entre 250 et 300 millions. C'est à peine 10%. Mais malgré tout, c'est important aussi pour la visibilité du championnat. Donc on va voir un petit peu ce qui nous est dit dans cet article de l'équipe. On peut penser que DAZN va pas faire long feu, très, très sincèrement. Donc les droits télé, les amis, l'équipe produit ce soir un article avec des infos un peu explosives sur le sujet. Un titre plutôt bien senti, peur bleue de l'écran noir. Alors bon, quand on lit l'article, bon, l'écran noir, faut quand même pas exagérer. Écran noir, ça voudrait tout simplement dire que la Ligue 1 n'est plus du tout diffusée. Bon, on n'en arrivera pas là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un médiateur qui a été nommé pour, on va dire, faire l'interface entre la Ligue de football et DAZN.
Ce médiateur, visiblement, est quelqu'un d'extrêmement compétent. Il faut savoir que donc DAZN et la Ligue ne se parlent plus directement, mais donc tous les échanges passent par ce médiateur. Alors, vous le savez aussi sans doute, dans l'after-foot ont été diffusés des extraits d'une réunion des présidents de Ligue 1 où ils défoncent DAZN. Alors, là encore, des bandes qui sortent d'on ne sait où. On peut un peu se douter quand même. Monsieur Oulgourian, président de Lens, si vous m'entendez. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que dans ces extraits-là, on entend Monsieur Oulgourian, Monsieur Roussier, président du Havre, et Valdemar Kita, président de Nantes, les trois personnes avec John Textor qui sont contre la Ligue. C'est bizarre qu'on n'entende que un tout petit moment, on entend Nasser El Khelaifi, voilà, c'est tout, mais vraiment très très peu. Et donc, ils sont vénères. Alors, il faut dire aussi que cette réunion a eu lieu après que DAZN n'ait payé que la moitié de ce qu'il devait donc au mois de février, 35 millions, les 35 autres millions étant mis sous séquestre et finalement débloqués avant qu'il y ait une décision de justice. Donc on nous dit que là, le prochain paiement de 70 millions doit intervenir donc à la fin du mois d'avril, et que apparemment ils vont faire pareil, c'est-à-dire payer 35 millions et pas les autres. Alors leur grief, c'est de dire on nous ouvre pas suffisamment les vestiaires, on ne peut pas avoir qui on veut en interview, on n'aide pas le produit, etc., etc. Bon bref, dans ce genre de circonstances, quand il y a 400 millions en jeu, chacun pointe du doigt l'autre en disant c'est pas ma faute, c'est lui. Très sincèrement, les amis, donc DAZN a entre 400 et 500 000 abonnés. Faire une interview de plus ou deux à la fin du match, ou faire des pseudo-magazines, etc., est-ce que ça boosterait l'audience? Je n'y crois pas du tout, pour tout vous dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère contre la Ligue et contre DAZN, et qui, par principe, eh bien, ne veulent pas en entendre parler, tout simplement parce que les prix initiaux ont été délirants. Hein, je le répète, 40 € par mois sans engagement, n'importe quoi. Et tout simplement, certains ont pris des solutions alternatives, pour le dire gentiment. Alors, je ne sais pas comment ça marche, puisque moi, je fais partie des cochons de payants qui ont payé plein pot, hein, notamment le premier mois. Mais de ce que je comprends, les abonnements d'IPTV, c'est des abonnements annuels. Donc si vous avez déjà pris votre IPTV, DAZN peut baisser les prix maintenant, ça ne fera pas venir des abonnés. Bon. En gros, on a l'impression que chacun essaye de pourrir la situation finalement pour qu'on sorte du deal le plus tôt possible. Il faut savoir que dès le mois de juillet, les présidents de club avaient négocié avec DAZN une sortie au bout de 2 ans, si au bout d'1 an et demi, 1,5 million d'abonnés n'avaient pas été atteints comme palier. Bon, ce sera évidemment le cas. Il y a une clause aussi qui dit que la Ligue ne peut pas négocier avec un autre diffuseur avant le mois de décembre de cette année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, on aura DAZN pendant 2 ans. Donc la première année se termine, catastrophique. La deuxième année, DAZN se dit, on a quand même lâché pas mal de pognon, mais pas tant que ça non plus, hein, parce qu'en fait, c'est pas 400 millions, c'est 375, et ce n'est pas eux qui payent la production des matchs. Donc je les trouve un petit peu malhonnêtes quand ils se plaignent, parce que la production des matchs, c'est environ entre 50 et 75 millions d'euros. Donc en réalité, moi je trouve qu'ils sont assez mal placés pour se plaindre. En plus, c'est eux qui sont venus avec cette offre. Hein. Bon, je veux dire, s'ils ont mal étudié ce qu'était la Ligue 1, tant pis pour eux. Donc, la Ligue, en tout cas certains présidents de la Ligue ont envie de sortir du contrat dès cette année, dès cet été. DAZN au début a dit non, nous on veut continuer, et puis bon, petit à petit, ils en ont marre, parce qu'ils voient bien que ça ne décolle pas. Même en offrant l'abonnement dans un McDo, visiblement, ça ne fait pas décoller les abonnements, donc peut-être qu'ils vont arriver à 500 000 et encore peut-être 550 grâce à McDonald's. Je ne sais même pas si c'est McDo d'ailleurs, mais enfin bon, peu importe.
Donc pour le moment, c'est un fiasco pour eux, et donc ils se disent, bon, bah, si on peut éviter de remettre encore 375 ou 400 millions l'année prochaine, on ne va pas se gêner. Donc finalement, bah, vient à monter l'idée que casser le contrat dès la fin de la première saison, peut-être pas forcément une mauvaise idée, parce que les présidents de club disent la Ligue 1 n'est quasiment plus visible, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que si les gens regardent sur l'IPTV, même s'ils payent pas, s'ils payent pas la Ligue, c'est quand même visible. Donc, il n'y a pas que 500 000 personnes qui regardent la Ligue 1. Il y en a qui le regardent en streaming, il y en a qui le regardent sur l'IPTV. Et il y en a qui regardent avec des VPN sur les chaînes étrangères. Enfin bon, bref, vous savez comment ça marche, je ne vais pas vous l'apprendre. Bien, donc, moi je pense que la Ligue 1 continue à intéresser beaucoup de monde. Et donc, en fait, une partie des présidents croient fermement à la chaîne Ligue 1. Alors parmi ceux-là, on retrouve Oulgourian, on retrouve Roussier, comme par hasard, et évidemment, John Textor, qui, lors de la réunion de juillet 2024, avait dit « Avec la chaîne Ligue 1, on fera plus de pognon qu'avec DAZN ». Eh bien, c'est pas sûr. D'autant que Canal+ n'est plus là. Amazon, il ne voulait qu'un match, c'était le 9e match qui a été acheté par beIN. beIN a son match, ils ne veulent pas en prendre plus. Donc il ne reste plus rien. Clairement, il ne reste plus rien. Donc soit on fait la 2e année avec DAZN, il y a un contrat de toute façon. Il y a un contrat et il est garanti par Access Industries. Alors certes, ça va peut-être prendre un peu de temps pour récupérer le pognon, mais le contrat, il est là. Normalement, DAZN doit diffuser la 2e saison. Alors, dans un contrat, les deux parties peuvent décider de stopper le contrat. Un exemple, la Ligue va voir DAZN, leur dit « Bon, vous voulez partir, on ne veut pas forcément vous garder, vous deviez nous donner 375 millions ou 400 millions l'année prochaine, vous nous donnez 100 millions pour qu'on puisse passer le cap du mois de juillet, du mois d'août, pour payer les salaires dans les clubs, etc. etc. Et on se quitte bons amis. Donc vous économisez 300 millions, nous on récupère un petit peu. C'est ce qui s'est fait à peu près avec Mediapro. Hein. Mediapro a payé, je ne sais plus combien c'était à l'époque, il me semble que c'était 50 millions, mais je ne suis pas sûr. Mais c'était peut-être 100 millions, je ne me souviens plus exactement. Mais donc, vous voulez casser le contrat, d'accord, vous nous donnez une indemnité puisque vous deviez nous donner 400 millions l'année prochaine. Vous donnez 100 millions, vous partez, et puis nous on se débrouille pour mettre en place la chaîne Ligue 1. Alors attention parce que la chaîne Ligue 1, c'est pas vraiment une chaîne Ligue 1. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, je précise aussi avant d'aller plus loin, que si DAZN s'en va, beIN s'en va aussi contractuellement. C'est-à-dire que casser le contrat de DAZN, ça casse le contrat de beIN. Voilà. Donc la chaîne Ligue 1, telle qu'elle a été imaginée, elle serait adossée à Max, qui est une plateforme de streaming où il y a des films, c'est Warner Bros, je crois. Donc des films, des séries, des documentaires. Mais après, il y a le prix de vente. Le prix de vente qui avait été envisagé au mois de juillet avant d'aller sur DAZN, donc pour cette plateforme Ligue 1 avec Max, c'était 27 €. Est-ce que vous allez ramener beaucoup plus d'abonnés en faisant une chaîne à 27 €, même s'il y a plus de contenu, parce que vous pouvez très bien n'en avoir rien à faire de l'option Max. Alors peut-être qu'on peut imaginer 2 formules, même 3. Troisième, qui à mon avis va intéresser beaucoup de monde. Mais attention, hein, là c'est une prospective de ma part, je n'ai pas d'infos. On peut très bien imaginer une option Max, donc avec Max, Warner Bros et la Ligue 1, Ligue 1, Ligue 2. Une deuxième option où vous avez que le foot. Et une troisième option où vous avez que votre équipe. Alors ça, je sais que ça plairait à beaucoup de monde. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est viable? Combien ça rapporte? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Après, il faut voir les tarifs, etc., etc. Bon, bref. Donc on en est là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Ligue et DAZN vont dire, bon constat d'échec, on arrête là dès la première année? Parce qu'il faut aussi des votes, hein, c'est pas une personne qui décide.
Alors, certains diront c'est Nasser El Khelaïfi qui décide, sachant que lui était contre la chaîne Ligue 1. D'ailleurs, certains espèrent que finalement, il rachète tout avec beIN et que tout soit diffusé sur beIN. Ce qui n'est pas totalement exclu, mais je ne pense pas que ce soit la tendance. Donc, est-ce qu'on arrête tout dès cette saison? Ce qui, à mon avis, quand même, comporte des risques. Parce qu'il va falloir assurer la transition entre la fin de DAZN et cette chaîne Ligue 1. Il va falloir trouver un financement pour le mois de juillet et août. Parce que vos salariés, vos employés, il faut bien les payer au mois de juillet. Si vous n'avez aucune rentrée, c'est quand même un problème. C'est pour ça que je dis, si on arrive à négocier avec DAZN une sortie à 100 millions, bon, bah, ça permet de passer à peu près tranquille juillet-août et de lancer tranquillement, de lancer la plateforme Ligue 1. Ou alors, est-ce que la majorité va dire, bah, DAZN, ils se sont engagés, s'ils veulent sortir, ils nous versent l'intégralité de ce qu'ils devaient nous donner l'année prochaine. Vous avez un contrat. Le contrat, il est là. Alors, je sais que DAZN a fait un autre procès où il réclame plus de 500 millions à la Ligue en disant ils n'ont pas joué le jeu, ils nous ont trompés sur le produit, etc. Bon, ça, je vous dis tout de suite, ça n'a aucune chance de passer. Bon, donc ça va passer avec des arrangements, des compensations financières, etc., etc. Bon. Évidemment, pour les gros clubs, je dirais que le choc, il est moins important. Comme je l'ai dit, pour le PSG, les droits Télé France, c'est moins de 5%. Pour l'Olympique Lyonnais, 22 millions, c'est moins de 10%. Idem pour Marseille, etc., etc. Donc, ça n'a pas le même impact sur tous les clubs. C'est un vrai souci malgré tout, parce qu'il faut quand même que les petits clubs de Ligue 1 aient quand même un peu de pognon. Il faut voir aussi ça comme quelque chose d'assez positif. Alors, je sais que c'est un peu... comment dire... provocateur de dire ça, mais cette crise-là va permettre de revenir à une économie réelle du football français. C'est-à-dire, les droits télé, ce sera la combinaison du nombre de personnes qui veulent s'abonner au prix auquel ils vont s'abonner, plutôt que des milliards qui n'ont pas vraiment de réalité économique et qui, in fine, font des défauts auprès des diffuseurs et donc nous mettent dans le caca. Là, vous allez d'abord vous concentrer à proposer un beau produit, et si votre produit, il est bien, s'il est à un prix raisonnable, votre plateforme, elle peut avoir du succès. Attention, j'ai bien dit, elle peut avoir du succès. Moi, je ne sais pas. Évidemment, moi, je m'abonnerai à cette plateforme. Mais combien le feront, ça, je n'en sais rien. Ça dépendra du prix, ça dépendra peut-être de la qualité. Option max ou pas max, option mon club. Donc, je m'abonne uniquement au match de mon club en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou peut-être même en Coupe de France. Je ne sais pas, pour le moment, c'est beIN qui a les droits de la Coupe de France. Donc, écoutez, voilà, bon, c'est passionnant, mais en même temps, on va revenir à une économie réelle, c'est-à-dire que le foot va dépenser l'argent qu'il peut générer et pas un argent un peu fantasmé, l'argent un peu magique de l'époque Canal+, qui voulait écraser ses concurrents, notamment TPS, avec les droits télé. Donc écoutez, certains diront que c'est le miracle du capitalisme, c'est-à-dire que la loi de l'offre et la demande régule systématiquement le marché. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires, les amis. On va se retrouver très rapidement, évidemment, pour le match. Je vous ferai une présentation du match, notamment samedi matin, quand les équipes seront publiées, les équipes probables, les compositions probables seront publiées sur l'équipe, ainsi que les dernières infos, s'il y en a. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, activer les notifications, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.